logistique, relatif à la logistique au niveau du CES 2019. Donc, je suis Philippe Viexorek et je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Donc, l'idée de ce webinar est principalement de couvrir les détails logistiques. Alors, c'est des détails, mais ça peut effectivement vous encombrer l'esprit et vous faire en sorte que vous n'êtes pas concentré sur la préparation de votre salon. Et donc, l'idée, c'est de faire ça assez tôt pour que vous soyez au mieux préparé. Donc, je vais couvrir principalement euh, la question des transports, comment se déroule le salon dans la pratique. En fait, vous verrez que c'est très pratico-pratique. J'aurai quelques points sur le design de stand et puis enfin l'hébergement et la restauration. Je vous propose de prendre vos questions à la fin de la session, principalement par le chat. Donc n'hésitez pas et je tâcherai d'y répondre. Alors, en ce qui concerne les transports, donc effectivement, vous avez deux choses à transporter. C'est effectivement vous-même et vos collaborateurs qui seront avec vous sur le salon, et également peut-être vos produits. Donc, pour les personnes, il n'y a pas trop le choix, hein, c'est un avion. Pour aller jusqu'à Vegas, il y a les aéroports régionaux possibles sont Lyon, Genève et éventuellement Paris. La plupart, en général, vous ne trouvez pas de vol direct ou à des prix pas accessibles. Donc, en général, on fait une escale soit à Londres, soit à Francfort, soit parfois aux US, etc. Et d'un point de vue aéroport d'arrivée, vous avez deux possibilités. C'est soit d'arriver directement à Las Vegas, soit de passer par Los Angeles, sachant que Los Angeles est à peu près à 5 heures de voiture. Donc, c'est complètement faisable. Il faut juste pas enchaîner la voiture après l'avion, mais ça se fait bien. Juste petite mise en garde, il faut impérativement que vous évitiez des aéroports qui sont plutôt sur la côte est des États-Unis, parce qu'à cette période de l'année, en début janvier, il n'est pas rare qu'il y ait des masses d'air froid qui descendent des pôles, du pôle Nord, et qui congèlent complètement tous ces aéroports, et ce qui fait que vous êtes bloqué. Donc, principalement New York, Montréal, Chicago, Philadelphie, c'est vite compliqué. Le risque, c'est que vous soyez bloqué et que vous passiez votre CES dans l'aéroport, hein. Et puis aussi, ne vous laissez pas abuser par des offres trop alléchantes. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des escales à Reykjavik dans les années passées. Donc c'est une bonne idée, hein, c'est pas cher. Par contre, Reykjavik, si vous loupez un vol pour X raisons, il n'y a qu'un vol qui part de Reykjavik par semaine, ou un tous les 3 jours. Donc c'est compliqué de rejoindre Las Vegas depuis là-bas. D'un point de vue du transport des matériels, donc moi, ma recommandation, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Vegas à cette époque-là, donc il y a pas mal de bagages qui peuvent se perdre. Donc ma recommandation, c'est de mettre votre minimum vital avec vous en cabine. Donc le minimum vital, c'est effectivement de quoi vous habiller pendant les 2-3 premiers jours du salon, les produits, vos produits et vos démos quand ils sont transportables. Voilà, parce que ça peut arriver. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance, mais il y a pas mal de gens qui ont eu des bagages qui arrivaient en fin de salon. Si vous avez des choses à expédier de manière plus volumineuse, vous pouvez le faire par vous-même, mais ça risque d'être compliqué également. Donc, prenez un prestataire pro. Il y a notamment Bolloré qui a une offre de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils le prennent chez vous, dans vos locaux, et ils vous l'amènent sur votre stand directement au CES. Donc, ça vous permet d'avoir qu'un interlocuteur, ils vous feront les histoires de douane, de choses comme ça. Voilà. Si vous ne voulez pas passer par un transporteur pro, il est possible que vous fassiez du FedEx ou du DHL. Vous pouvez faire réceptionner vos colis par le prestataire du CES qui s'appelle Freeman, avec un petit warning, c'est que ces gens-là, ils prennent les colis 2 ou 3 jours avant le début du CES. Si vous les envoyez plus tôt, il y a de bonnes chances qu'ils vous les perdent, donc du coup, vous ne les aurez pas. Donc, faites attention à ne pas les expédier trop tôt et évidemment pas les expédier trop tard non plus. Vous pouvez également les faire réceptionner par l'hôtel où vous logerez. Donc, en général, c'est un service payant qui n'est pas très cher. Voilà. Par contre, il faudra que vous transportiez vos produits jusqu'au salon par vos propres moyens, alors que Freeman vous les amènera sur votre stand. Et dernier petit truc, en fait, pendant le salon, donc Freeman va vous permettre de stocker vos colis, enfin vos emballages. Donc, ça peut être des palettes, ça peut être des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il les stocke dans les zones de stockage et il les empile. Donc, le premier qui donne ses emballages sera le dernier à ressortir. Donc, le vendredi soir, si vous ne voulez pas emballer à 2-3 heures du matin, c'est mieux de donner vos colis au dernier moment. Donc, voilà, un petit truc en passant.
Euh, donc ça, c'est une slide qui repositionne les zones d'exposition dans Las Vegas. Donc Las Vegas, la partie très connue, c'est effectivement là où il y a tous les hôtels qui est en diagonale sur la slide. Ça s'appelle le Las Vegas Boulevard. Son petit nom, c'est le Strip. Donc un hôtel, un de ces carrés, ça peut être jusqu'à 3, 4, 5 000 chambres. Donc c'est des trucs qui sont vraiment gigantesques. Et en général, ils ont tous un convention center, donc un centre d'affaires qui est adjacent à l'hôtel. Et donc, le gros du CES se passe dans le Convention Center, qui est plutôt au nord du Strip. Donc, c'est une énorme zone d'exposition. Si on fait la somme de toutes ces zones d'exposition, c'est plus grand que toutes les zones d'exposition de Paris. Donc, c'est juste gigantesque. Et en ce qui vous concerne, vous serez sur l'Eureka Park. Donc, l'Eureka Park, il est dans le Convention Center du Venetian, qui est un des gros hôtels. Et donc, vous serez là. Donc tout ça pour vous dire que effectivement le strip doit faire une dizaine de kilomètres, hein, donc c'est vite étendu. Et la circulation, on y reviendra, mais pas facile. Je vous dis ça parce qu'il y a dans les années passées, il y a des gens qui n'avaient pas percuté, enfin qui ne savaient pas où ils exposaient, et donc ils se sont retrouvés au Convention Center alors qu'ils exposaient à l'Eureka Park. C'est des gens en plus qui avaient eu un problème de transport, donc qui étaient un peu à la bourre pour monter leur stand. Et le premier matin, c'est compliqué de passer de l'un à l'autre parce que y a vraiment beaucoup de monde. Donc, dans la majeure partie des cas, vous serez à l'Eureka Park sur la zone startup. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Ne partez pas au Convention Center parce que vous allez avoir du mal à en revenir, surtout le premier matin. Pour les déplacements, justement, donc vous avez deux types de déplacements, hein. Il y a les déplacements de l'aéroport à votre hébergement. Donc, le plus simple, c'est un taxi ou un Uber. Il y a également des navettes qui ne sont pas très chères. Puis il y a les bus de ville, mais qui demandent un peu plus d'attention parce qu'il y a un changement. Il n'y a pas un direct qui fait l'aéroport, le strip. Le long du strip, donc pour se déplacer dans la journée, il y a un bus effectivement qui est pas très cher, qui s'appelle le Juice ou le SDX, qui patrouille le strip du nord au sud et du sud au nord toute la journée, voire toute la nuit. De tête, ça doit être une trentaine de dollars pour un abonnement à la semaine, donc c'est pas très très cher et ça marche plutôt bien. Modulo le fait que pendant le CES, le strip est pas mal embouteillé, hein, même si c'est une grosse voie de 2x4 voies. Ça prend du temps. Ça va plus vite qu'à pied, c'est moins fatigant, mais vous perdrez un peu de temps. Il y a un monorail qui existe, alors qui couvre pas tout le strip, mais qui vous emmène jusqu'au Convention Center. L'inconvénient de ce truc-là, bon, c'est assez cher, c'est 5 dollars le trajet, donc c'est vite cher. Et surtout, il y a énormément de monde le matin et le soir. Donc, c'est valable si vous voyagez pas aux heures d'ouverture et de fermeture du salon. Ça peut être une bonne option. Sinon, vous allez faire pas mal de queues. Taxi et Uber fonctionnent bien. La voiture fonctionne également, modulo le fait qu'il faudra la garer. Historiquement, Vegas ne faisait pas, enfin tous les hôtels de Vegas avaient des parkings gratuits. C'est plus le cas depuis 2-3 ans. Donc ils sont tous ils sont tous passés payants. Donc c'est 10 euros par jour. Et c'est pire que ça parce que vous avez payé à chaque fois que vous rentrez en fait. Donc ça peut être plus cher que ça si vous voyagez. Il reste deux, trois hôtels qui sont pas payants. Il y a notamment le Venetian et le Treasure Island. Le problème, c'est qu'effectivement, pour en sortir, vous risquez de passer un peu de temps, notamment fin de journée à l'Eureka Park. Tout le monde est garé au Venetian. Et donc, il peut y avoir 2-3 heures de bouchon pour sortir. Donc, la plupart des gens vont manger et sortent la voiture plus tard. Donc, la voiture n'est pas forcément le meilleur moyen. Et puis, l'autre moyen, effectivement, c'est de faire ça à pied. Voilà. On reviendra justement là-dessus. Les distances sont vite longues, mais ça se fait. Donc, d'un point de vue salon, donc typiquement, le salon est ouvert de 9h à 17h. Donc, le premier jour, il ouvre 1 heure plus tard pour vous permettre de régler vos dernières choses et il ferme 1 heure plus tôt le dernier jour. Il est possible, les jours d'avant, que vous puissiez accéder, enfin même tous les jours du salon, d'accéder en dehors de ces horaires-là. Donc, l'horaire typique pour les exposants, c'est 6h, 22h. Si vous voulez accéder en dehors de ces plages-là, il faut aller voir le floor manager pour avoir une exception. Donc, c'est juste qu'il vous fait un badge un peu spécifique, hein, il n'y a pas besoin d'argumenter ou quoi. Il se peut effectivement, si vous arrivez un peu tard, que vous vouliez installer votre stand la veille, voilà, vous pouvez faire ça en off hours. Voilà. Votre journée type, ce sera un peu comme ça. Donc, vous allez démarrer effectivement par un petit déjeuner. Personnellement, je vous recommande de prendre un buffet parce que
donc de bien manger le matin, parce que le midi, c'est plus compliqué de déjeuner sur votre stand sans perdre de temps. Donc typiquement, vous arriverez sur votre stand entre 8 et 9, vous serez sur votre stand jusqu'à 5 heures le soir, et puis la soirée, soit vous aurez des rendez-vous, il y a pléthore d'activités business juste après le salon, et puis éventuellement, vous pouvez prendre également le dîner ou faire une soirée toujours business le soir. Donc ça fait des journées longues, un peu fatigantes, donc voilà, faut juste gérer votre effort pendant cette journée-là. Donc effectivement, après salon, il y a énormément d'offres qui sont taguées start-up. Il y a des choses qui sont vraiment excellentes, il y a vraiment des choses qui sont des grosses arnaques. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant, discernez et surtout n'hésitez pas à questionner les gens qui vous proposent des choses sur quels résultats ils ont obtenus par le passé, etc. Il y a énormément de soirées du style venez, vous allez pitcher devant un parterre d'investisseurs qui a des milliards à investir. Par contre, ça va vous coûter 1 000 $. Donc, juste vérifier bien qui est présent et qui a investi, s'il y a déjà eu des investissements qui s'est fait dans cette soirée-là. Moi, ma recommandation, c'est qu'en règle générale, il ne faut pas payer pour pitcher. Enfin, sauf vraiment cas exceptionnel, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Donc voilà, vous gardez à l'esprit que pour tout un tas de prestataires autour du CES, vous êtes leur client. Et donc, du coup, ils veulent effectivement vous vendre des listes de distribution, des analyses, etc., etc. Pour l'instant, j'ai rarement vu des choses très séduisantes. Mais voilà. Mais je veux bien vous entendre aussi si vous avez des choses intéressantes. D'un point de vue vestimentaire, donc on est aux US, donc personne ne vous jugera, donc vous pouvez être habillé à peu près n'importe comment. Après, on est aux US, donc la moindre parcelle de peau dévoilée fait un scandale. La petite anecdote, il y a une boîte qui s'appelle Spartan qui commercialise des slips pour hommes qui protègent des ondes négatives. Et la première année, enfin type Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et la première année, ils avaient la bonne idée c'est des Français, hein, ils avaient la bonne idée de se mettre en slip sur leur stand. C'est pas bien passé, donc évitez ça. Les années d'après, en fait, ils avaient mis un espèce de collant en couleur chair avec le slip dessus. C'était pareil, mais c'était pas, on voyait pas de la peau, donc ça allait mieux. Typiquement, les gens sont très casual là-bas. Hein. C'est pas forcément très guindé comme salon. Il y a des gens effectivement qui sont plutôt costard cravate, mais bon, c'est vraiment casual. Vous pouvez complètement imaginer d'avoir une uniformité de tenue de tenue vestimentaire sur les gens qui sont sur votre stand pour pouvoir mettre en avant votre marque, votre produit. Donc ça va du t-shirt fluo à un petit accessoire qui attire l'attention ou carrément des trucs très délirants où vous êtes déguisé en super-héros, etc. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de promouvoir votre marque et le produit, effectivement. D'un point de vue climat, bien qu'on soit en janvier, c'est un climat désertique, donc il fait chaud et sec. Les températures typiques, c'est autour de 10 degrés le matin, parfois un peu plus frais, mais ça gèle très très rarement. On est à 25 degrés en journée, et il fait un peu plus froid en soirée. Comme c'est désertique, il fait effectivement sec, donc on se déshydrate très très vite. C'est compliqué de trouver de l'eau sur le salon sans perdre du temps parce qu'il faut ressortir, aller acheter, etc. Donc, prenez votre réserve d'eau avec vous, hein, pensez-y. Parce que sinon, vous allez vite arriver à être sans voix au bout d'1 ou 2 jours à pitcher. Toujours d'un point de vue considération diverses, un visiteur fait plus de 20 km par jour pendant le CES. Donc, c'est quasiment un semi-marathon. En tant qu'exposant, vous allez piétiner pendant 8 à 10 heures par jour. Donc, effectivement, pensez à choisir vos chaussures, pas que à l'esthétique, mais également au confort, parce que sinon, vos pieds risquent de souffrir et c'est compliqué après de finir le salon. D'un point de vue stand, donc ça, c'est le plan général de l'Eureka Park. Donc, chaque petit carré représente un stand de 9 mètres carrés. Donc, vous voyez qu'il y a un peu du monde. On accède à l'espace par le côté bas à droite du X. Donc, vous voyez, il y a un grand X de circulation. Et donc, c'est par là qu'on arrive. La partie triangulaire qui est dans le bas du X, c'est la zone Business France. Et la zone en bleu, c'est la zone sur laquelle on a pris des stands.
Donc vous voyez qu'on est plutôt bien placé d'un point de vue cheminement puisqu'on est sur les pattes du X. Et donc c'est vraiment un bon spot cette année. Voilà l'affectation des stands à ce jour-là. Donc il reste quelques stands. Voilà, si vous avez connaissance de boîtes qui pourraient être intéressées, ben, n'hésitez pas. Ça se remplit doucement. Mais voilà. Ça, c'est un peu à quoi ressembleront vos stands. Donc, il y a un visuel effectivement à l'arrière du plan. Donc, c'est à vous de fournir le visuel à Business France. Donc, je vais revenir après sur quoi mettre sur ce visuel. Vous voyez dans la photo en bas à gauche, par exemple, que là, typiquement, c'était un univers du sommeil. Bah, les gens n'ont pas hésité à mettre un lit, une table de nuit, etc., pour mettre leurs produits en situation. Et puis le devant de la banque d'accueil, effectivement, vous pouvez apposer votre logo. Et tout ça, on a une grosse signalétique French Tech qui est plutôt vendeuse aux US. Et également, on aura des logos région qui seront sur les autres faces du cube du coq. Donc voilà, donc toujours la même chose. Hein. Donc ça, c'est le stand tel qu'il vous sera livré. Hein. Donc le fond avec vos visuels, la banque avec vos visuels. Il y a un ou deux tabourets, des séparations, de la moquette, de l'électricité. Je crois qu'il n'y a pas de réseau, mais de toute manière, les années où on l'a pris, il ne fonctionne pas. Donc voilà, donc prévoyez effectivement vos démos sans réseau. Si vous avez des réseaux, des démos en Bluetooth, ben, c'est compliqué aussi parce qu'il y a juste 10 000 devices qui sont autour de vous et qui polluent l'air. Donc, voilà. Donc, moi, ma recommandation, c'est essayer de prévoir des choses sans connexion. Voilà, c'est comme ça. En plus, ce bâtiment cette zone d'exposition de l'Eureka Park est dans un bâtiment qui est en béton et les téléphones passent difficilement. Enfin, la partie data passe très difficilement. Donc, effectivement, vous serez un peu pauvre en connectivité quand vous serez dans le bâtiment. D'un point de vue design de stand, donc vous n'avez pas une grande place d'exposition, mais elle est suffisante. Donc l'idée, c'est effectivement, il faut que vous construisiez des messages qui sont simples, directs, et un visuel qui est quasiment qui parle de lui-même. Donc sur le visuel, sur le panneau qui sera derrière vous, vous allez mettre un gros visuel qui illustre au mieux votre produit ou l'usage de votre produit. Vous allez mettre juste une headline, une phrase en quelques mots, en 5-6 mots. Et il faut impérativement que votre visuel présente un différenciateur, c'est-à-dire qu'on comprenne en quoi vous êtes différent des gens qui sont déjà dans votre domaine. Donc, c'est compliqué, hein, même s'il est assez dépouillé, ce visuel. L'idée, c'est absolument qu'il faut que vous fassiez en sorte que les gens s'arrêtent devant votre stand, soient interpellés par votre stand, ou au moins que les gens qui sont dans votre cible comprennent tout de suite qu'ils sont dans votre cible et qu'ils s'arrêtent parce que vous éveillez leur curiosité. Évitez de surcharger votre stand de kakémono, ça ne sert à rien. Il n'y a pas la place de mettre un kakémono en plus du visuel. Ça va juste cacher votre visuel et vous prendre 1 mètre carré au sol. 1 mètre carré sur 9 mètres carrés, c'est plus de 10% de la surface. Donc, bon, sauf cas très exceptionnel, moi je ne recommande pas d'amener en plus des kakémonos. Par contre, effectivement, travaillez réellement vos fonds de stand et votre stand pour mettre en valeur votre produit. Donc, l'idéal, c'est vraiment de les mettre en situation, soit en situation d'utilisation réelle, soit en situation d'un linéaire de vente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir de les présenter comme ils seraient présentés à la FNAC ou à Darty. Et puis garder dans votre stand une zone sur laquelle faire les démos. Donc ça, c'est la technique du rabatteur pitcher closer. Elle n'est pas de moi, elle est d'Olivier Ezrati, mais c'est un truc qui marche très très bien. Donc je vais détailler ça juste après. Mais donc l'idée, effectivement, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit au milieu pour essayer de rabattre le flux de gens sur votre stand. Gardez juste à l'esprit que vos voisins, vous voulez réussir votre CES, mais votre voisin, il veut faire pareil. Donc, ne vous battez pas avec eux. Ne soyez pas trop envahissants. On avait une boîte il y a quelques années qui s'appelait Klaxoon, qui a eu la bonne idée de prendre des klaxons, en fait, pour faire du buzz, quoi. C'était juste super pénible pour les voisins, parce qu'en fait, ça faisait poète-poète 8 heures par jour, et c'était vraiment pénible. Donc pourquoi pas faire des trucs originaux comme ça, mais pensez aussi à vos voisins. Et voilà. Donc ça, effectivement, c'est la technique du rabatteur pitcher closer. Donc l'idée, c'est d'avoir un rabatteur au milieu. Donc les carrés, c'est les stands. Hein, donc vous avez votre petit stand de 9 mètres carrés.
L'idée, c'est d'avoir un rabatteur qui va un peu bloquer, entre guillemets, l'allée pour faire en sorte que le flot de visiteurs passe par votre stand. Et c'est cette personne-là aussi qui va un peu interpeller les gens en disant est-ce que vous recherchez une montre connectée, est-ce que vous recherchez, etc. Et d'un point de vue profil, il faut que ce soit quelqu'un qui a le contact facile, qui ait surtout une très bonne vue, parce qu'il va vouloir spotter les badges en se disant tiens, ça c'est un investisseur, ça c'est un banquier, ça c'est je ne sais quel partenaire je veux absolument rencontrer. Donc c'est son boulot que d'amener les gens là. L'interaction qu'il aura avec les personnes, elle est vraiment courte. Hein, c'est une phrase d'accroche, maximum 15-20 secondes d'échange. C'est pas lui qui va pitcher. Ça, c'est le boulot du pitcher. Donc, le pitcher, il aura maximum une à 2 minutes. Donc, c'est vraiment du pitch très, 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 très court. L'idée pour lui, le pitcher, c'est de effectivement expliquer pourquoi vous êtes là, quel est votre produit, qu'est-ce que vous vendez, et surtout de discerner si ça vaut le coup, entre guillemets, de perdre votre temps à faire une démo. Donc, lui, il va qualifier l'intérêt du contact qui est venu vous voir. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais vous n'avez pas l'intention de pitcher à tout le monde. Le mec qui est curieux et qui se dit ouais, tu vois, c'est sympa ce truc-là, mais que vous percevez comme aucun intérêt business, aucun potentiel business, effectivement, il ne faut peut-être pas trop perdre de temps avec lui. Voilà, donc c'est le boulot du pitcher. Et puis effectivement, le closer ou le démoeur, c'est lui qui fera la démo, donc c'est 3, 4, 5 minutes. Il ne faut pas forcément que ce soit plus parce que après vous allez perdre du temps et donc du coup vous ferez moins de démos. L'idée c'est de faire la démo et puis effectivement d'arriver à obtenir le contact de la personne et d'essayer de qualifier la suite à donner à ce truc-là. J'ai coutume de dire que la largeur un peu de ces couloirs entre les stands, c'est à peu près la largeur d'un quai de métro. Et effectivement, la population qui va passer pendant les 8-9 heures d'ouverture du salon, c'est exactement un quai de métro à 6 heures le soir. Donc, votre but, c'est pas d'arrêter tout le monde, c'est de n'arrêter que les gens qui sont pertinents dans votre cible pour éventuellement soit investir, soit acheter votre produit, soit distribuer votre produit, soit etc. Donc voilà. Rapidement, vous serez confronté à comment je vais gérer mes contacts. Donc, faire un CES ou faire n'importe quel salon sans enregistrer et cultiver les contacts, ça sert absolument à rien. Donc, il faut absolument les gérer. Donc, il y a 2 méthodes pour ça. Alors, je suis preneur d'autres méthodes, hein, si vous en trouvez d'autres. Il y a une méthode où la citier, donc l'organisateur, vous loue une zapette. Donc, c'est une bouchette type Carrefour quand on fait les courses. Hein. Donc l'avantage de ce truc, c'est que c'est super efficace parce que vous scannez le badge de la personne, c'est rapide et c'est sûr parce que vous avez une méthode qui est très sûre parce que vous ne saisissez rien d'autre. Vous n'avez pas de ressaisie à faire. Par contre, vous avez une possibilité d'annotation qui est faisable, mais qui est sur la zapette, donc qui est relativement limitée. Et puis, c'est un truc qui est assez cher. Je crois que c'est de l'ordre de 800$ la semaine. Donc c'est vite cher. Donc, ça veut dire que vous prenez qu'une seule zapette, mais peut-être vous êtes plusieurs personnes sur le stand. Donc, ça peut être un facteur limitant. L'autre chose, c'est qu'il est possible que les visiteurs s'inscrivent avec une adresse mail qui n'est pas réellement, enfin, qui est qu'une adresse mail qu'ils utilisent pendant le CES. Et donc, du coup, il se peut que vous récupérez les infos avec lesquelles ils se sont inscrits. Ce ne sont pas forcément leurs infos normales, classiques. Donc voilà, donc ça, c'est les limitations de la zapette, les avantages et inconvénients de la zapette. Puis après, sinon, il y a la bonne vieille méthode du cahier agrafeuse. Hein, donc, vous avez un cahier, vous avez une agrafeuse. L'idée, c'est que vous récupérez la carte de visite de la personne, vous l'agrafez dans le cahier, vous annotez la suite à donner ou le niveau d'intérêt que vous apportez à ce contact. Donc, c'est un coût qui est juste imbattable. Ça vous permet effectivement de prendre tout de suite des notes pour vous faciliter le suivi par la suite. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous voulez rentrer ces contacts dans un CRM ou pour faire du suivi un peu plus automatisé, eh ben, il faudra faire une ressaisie. D'un point de vue hébergement et restauration, donc il y a 3 méthodes pour loger dans Las Vegas. Donc il y a effectivement des hôtels sur le Strip, donc le Las Vegas Boulevard. Donc le gros avantage, c'est qu'ils sont proches de l'Eureka Park. Le gros inconvénient, c'est qu'ils sont relativement chers. On trouve difficilement à moins de 2 000 €. Alors évidemment, plus on s'éloigne de l'Eureka Park, moins c'est cher. Hein, voilà.
Et puis la disponibilité, enfin encore que cette année, ça a l'air d'être un peu moins vrai, mais il est parfois difficile de trouver à se loger là-bas. Euh, donc voilà. L'autre option, c'est de prendre des hôtels qui seront en dehors du strip, donc qui sont beaucoup plus abordables. Il y a effectivement pas mal de motels aussi qui sont bien en dessous de 1 000 $ la semaine, mais qui sont un peu moins. Enfin, faut regarder où ils sont et puis regarder la qualité de ces choses-là. Par contre, du coup, ce que vous allez payer, c'est effectivement un peu plus de temps de trajet pour rejoindre le salon. Et la dernière façon, c'est de faire quelque chose genre Airbnb. Donc, l'idée, c'est de louer une villa ou un appartement. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez être plusieurs si vous louez une villa à 5-6 chambres, effectivement, vous pouvez tous loger dedans. Toute votre équipe peut loger dedans. Vous allez perdre un peu de temps au trajet et il faut vérifier. Alors, j'ai mis attention aux arnaques, c'est un peu violent. Il semblerait qu'il y ait des offres Airbnb qui soient pas forcément existantes ou voilà. Donc, il faut vraiment prendre le temps de contacter la personne qui loue son bien et vérifier que juste le truc existe et qu'elle l'a pas loué plusieurs fois, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ça marche très bien. Effectivement, ça permet largement de faire tomber le budget d'hébergement sur cette chose-là. D'un point de vue nourriture, donc restauration, donc le midi, il y a quasiment aucune possibilité de restauration sur le salon. Alors, il y a un food court au niveau de l'Eureka Park, mais c'est vraiment du snacking. Donc, vous allez trouver un paquet de chips, un sandwich SNCF emballé sous plastique. Donc, voilà. Vous pouvez effectivement aller déjeuner en dehors du salon, mais vous allez vite perdre du temps. De l'entrée, pour vous donner une idée, de l'entrée du Venetian où sont les restaurants jusqu'à l'Eureka Park, il doit y avoir 800 mètres à 1 kilomètre. Dans une foule super dense, donc vous avez vite fait de perdre 15 minutes en trajet. Faut trouver un resto, pardon, il y a la queue, le temps d'être servi, etc. Donc vous avez cramé 2 heures. C'est pas très efficace. Donc l'idée, effectivement, c'est de prendre un petit déjeuner le matin. Tous les grands hôtels sur le strip ont ça. Vous n'avez pas besoin nécessairement de loger dans l'hôtel pour prendre ce buffet. Donc voilà. Le soir, si vous êtes plus de 4, c'est effectivement très compliqué sans réservation de trouver à manger, enfin, surtout sur une tranche horaire sortie du salon. Donc voilà, et juste pour le fun, il y a effectivement des grands hôtels type le Vin ou le Bellagio qui ont des buffets réellement gastronomiques, alors qu'ils sont chers, qui tournent autour de 45-50 $, mais qui sont juste incroyables. Donc ça peut être un bon moment de détente en sortant de. Il y a plein de moyens de se détendre à Las Vegas. Donc voilà. J'ai écrit un petit bouquin sans aucune prétention qui effectivement essaye de donner des réponses à toutes les questions que toutes les entreprises que j'ai emmenées depuis ces années. Voilà. Donc vous retrouvez plein de choses, en partie des choses que j'ai déjà racontées, mais plein d'autres choses sur Las Vegas et sur comment aller au CES, notamment les relations avec Freeman, les relations avec la City, etc. Donc c'est gratuit, c'est un petit bouquin d'une 50aine de pages. Donc n'hésitez pas si vous avez à le parcourir. Voilà. Donc